7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maude Koffler. La crise migratoire s'est imposée comme un thème de campagne pour les européennes, du moins à droite, et nous recevons ce matin pour en parler la députée du Rassemblement national de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes. Bonjour Alexandra Masson. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour Didier Maisto, fidèle au poste. Bonjour Maude et bonjour à tous. Alexandra Masson, depuis 2017, à la première élection d'Emmanuel Macron, 100 000 mineurs étrangers ont été pris en charge par les départements métropolitains avec un record de prise en charge en 2023 avec une hausse de plus de 30% par rapport à 2022. Le régime des mineurs est extrêmement favorable car permet une prise en charge matérielle de l'ordre de 50 000 € par an par mineurs isolés, payés entièrement par le contribuable. Leur statut migratoire permet aussi leur maintien sur le territoire. Il devient inexpulsable et l'obtention d'un titre de séjour est quasiment automatique au moment de sa pseudo-majorité. Ça, on pourra en reparler. En 2005, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales estimait le nombre de mineurs non accompagnés à 2500 sur le territoire. En 2019, ils étaient 31 000, soit une augmentation de plus de 1000%. Et en 2023, ils sont 100 000. Alexandra Masson, les mineurs non accompagnés sont à la charge des départements et celui des Alpes-Maritimes à la frontière italienne est particulièrement éprouvé. Le président des Alpes-Maritimes, Charles Ginesi, a lancé un appel à l'aide en août dernier, une lettre au gouvernement pour qu'ils agissent vite face à une situation migratoire explosive. Avez-vous le sentiment d'être abandonné dans votre circonscription en particulier ? Alors on est abandonné actuellement un peu partout en France, pas que dans ma circonscription, mais évidemment énormément dans la mienne, puisque je suis à la frontière italienne, oui. Et que le poste frontière de Menton est le point de passage aujourd'hui le plus important quasiment de France. Tous les gens qui viennent de Libye, de Tunisie, que ce soit par la terre, par la mer, passe à 80% par ce poste frontière. Alors la problématique des MENA, vous avez dit une grosse augmentation, c'est une augmentation en 20 ans de 2000%. Ah voilà. Oui, c'est énorme. Il faut qu'on prenne conscience de ça. C'est un très très grave problème parce que bon, alors évidemment ça coûte très cher aux contribuables. En fait, le coût, c'est pas qu'on donne 50 000 €, c'est le coût d'accueil d'un MENA, c'est 50 000 € par an. Voilà, ça c'est le minimum de base. Ça peut d'ailleurs dans certains cas être plus, mais c'est le minimum. Donc effectivement, c'est de l'argent qui n'est pas donné à l'État au conseil départemental. Donc ça veut dire que le conseil départemental, plus il doit prendre en charge de MNA, moins il pourra mettre d'argent sur d'autres projets qui sont dans ses compétences traditionnelles, sur les collèges, sur les projets culturels, éducatifs ou autres. Voilà, donc c'est un appauvrissement des projets du département quand on doit sortir de telles sommes, sachant qu'il n'y a pas de complément versé aujourd'hui par l'État. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose importante, il faut le dire, bien sûr qu'ils sont protégés, mais ils sont surtout protégés sur le plan pénal. On l'a vu il y a quelques jours à Nice, il y a eu des fusillades terribles, oui, avec des règlements de compte dans le quartier, entre autres des Moulins, qui est le quartier aujourd'hui où il y a le plus de trafic de drogue, et je pourrais expliquer tout à l'heure pourquoi. Les MNA, ils sont extrêmement implantés aujourd'hui, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont protégés sur le plan pénal. C'est-à-dire qu'un MNA sera moins sanctionné qu'un majeur, clairement. Donc, la difficulté, c'est comment savoir s'ils sont mineurs ou majeurs. Oui. Et j'espère que nous allons en parler. Tout le problème, c'est que quand vous arrivez en France, que vous êtes migrant, que vous déclarez être mineur, vous avez une présomption de minorité. Donc, c'est à nous de découvrir s'ils sont ou pas majeurs. Et nous n'avons pas les outils juridiques aujourd'hui en France, puisque j'ai fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui a été présentée au mois d'octobre pour rendre obligatoire les tests osseux. C'est-à-dire une proposition de loi qui a été co-signée par d'autres parlementaires que ceux du Rassemblement national, dont entre autres Éric Ciotti, qui est vice-président du département des Alpes-Maritimes, qui est évidemment confronté au quotidien aussi à cette problématique. Le test osseux permettrait clairement de pouvoir faire un tri beaucoup plus important et de savoir de manière beaucoup plus précise qui est mineur, qui est majeur. Ce qui nous permettrait déjà, au niveau pénal, d'avoir des sanctions beaucoup plus fortes sur ces faux MNA. Oui. Voilà. Et qui s'est opposé à ce projet de loi ? Évidemment, tout le monde, à part certains LR, évidemment tout le groupe RN, prioritairement évidemment les LFI, les NUPES, mais les macronistes, dont Sacha Houlié, qui est quand même macroniste de la première heure, président de la commission des lois, qui a été un fervent opposant à cette loi, et sans explication
concrètes, toujours dans l'idée de dire juste un mineur arrive en France, il faut le protéger. Quand on voit les images des attaques qu'il y a eu dans le quartier des Moulins, d'une violence incroyable, je pense qu'aujourd'hui, c'est les Français qui ne se sentent pas protégés par ces faux mineurs isolés. Ils ne comprennent plus, les Français, pourquoi ces lois de bon sens, qui devraient être évidemment votées, ne le sont pas. Alors vous parliez à l'instant, après je donnerai la parole à Didier Maisto de ce trafic de drogue dans le quartier des Moulins à Nice. C'est un phénomène nouveau parce qu'on parle beaucoup des quartiers nord de Marseille. Alors on a commencé à parler de l'extension de ce phénomène même dans des villages, mais là en particulier à Nice, dans le quartier des Moulins, c'est quelque chose qui est nouveau. Alors non, ça n'est pas nouveau, mais là, ça a pris une ampleur incroyable parce que ce quartier, en fait, la ville de Nice et la métropole ont mis beaucoup d'argent pour le rénover. C'est un quartier, en fait, traditionnel, populaire, dans lequel il y avait beaucoup de logements sociaux et qui, c'est vrai, était assez dégradé. Dans le cadre de la politique de la ville, entre autres, sur les 10-15 dernières années, beaucoup d'argent a été injecté dans ce quartier pour financer de la rénovation, créer de nouvelles rues. Et, entre autres, c'est un quartier qui se trouve à un nœud autoroutier très important. Donc, en fait, tout le département peut venir facilement dans cette zone. Plus, il y a le tracé du tramway qui est tout neuf, qui est récent. Donc, en fait, que ce soit du centre-ville de Nice ou de l'autre bout du département, très rapidement, on peut être dans ce quartier. Donc, en fait, c'est un point de deal formidable. Et pour les dealers et pour les consommateurs, puisque très très facilement on peut rentrer dans ce quartier. Et donc, ça gangrène totalement ce quartier. Et donc, il faudrait de la police de manière permanente. Et je pense qu'il faudrait à la fois de la police municipale et nationale, parce que les deux doivent travailler ensemble. Il faut remettre des postes de secteur. Il faut refaire de l'îlotage. Et c'est fondamental. On voit que tous ces quartiers ont été abandonnés. On fait des opérations coup de poing. En ce moment, il y a cette fameuse grande opération qui a été lancée par M. Darmanin. Alors, c'est vrai que d'un coup, là, on est dans un quartier où on voit des camions de CRS, de la gendarmerie. Enfin, dans 3 jours, les habitants d'ailleurs le disent, il n'y aura plus personne à nouveau. Oui, parce qu'ajouter des effectifs sur le terrain, c'est une chose, mais donner les moyens aux policiers, aux forces de l'ordre, et puis même à la justice, en fait, de faire son travail correctement, c'est encore autre chose. Il faudrait sévir aussi à ce niveau-là. C'est très important ce que vous venez de dire, parce que, vous voyez, hier soir, j'étais sur un plateau télé, et le préfet avait annoncé dans la journée 22 interpellations, en fin de soirée 50 interpellations. C'est bien d'interpeller les gens. Oui, mais si derrière ils ne sont pas condamnés et qu'on les remet dans la rue, puisqu'on n'a plus de place de prison en France aussi, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, pourquoi on interpelle et finalement les gens, on les retrouve 2-3 jours dans la rue, parce qu'en fait, on sait très bien qu'on ne peut pas être assez répressif, parce qu'on n'a pas assez de place dans les prisons, on n'a pas assez de place dans les CRA. Donc toute cette délinquance, elle est en permanence dans la rue, on l'arrête, on l'interpelle, on la remet dans la rue. Et donc le phénomène, il continue à perdurer. Et donc, on a des quartiers très insécuritaires aujourd'hui. On a la drogue qui gangrène beaucoup la population parce qu'elle est à tous les coins de rue. Et c'est un phénomène et un laxisme qui touche particulièrement les mineurs isolés. Didier Maisto, je vous passe la parole, je vous propose de mettre votre casque, Alexandra Masson. Oui, Alexandra Masson, vous avez parlé effectivement du poste frontière de Menton, où 80% de l'immigration transite aujourd'hui. Moi, je suis personnellement frappé par le fait que chaque fois qu'il y a un problème d'immigration, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On remet des frontières. Alors, première question, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie formidable quand même de nos dirigeants aujourd'hui qui défendent une Europe où tout serait libre circulation des biens et des personnes, et la première chose qu'ils font, c'est remettre une frontière quand il y a un problème. Deuxièmement, ce poste frontière que je connais bien la région, il est dans un piteux état. Et les gendarmes, ils font coucou quand vous passez dans un sens comme dans l'autre, et puis ils regardent un petit peu quelle tête vous avez, et puis il se passe rien. Et troisième question, qui est directement reliée aux deux autres, j'ai constaté depuis maintenant plus d'1 an qu'il n'y a plus d'Italiens à ce poste frontière, il n'y a plus que des gendarmes. Est-ce que vous avez une explication à cet état de fait ? Oui, tout à fait. Alors, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Je vais partir par votre dernière question. Il n'y a plus d'Italiens au poste frontière parce que depuis le 2 février 2024, ça ne vous a peut-être pas échappé, nous avons eu une décision du Conseil d'État qui ne permet plus, en fait,
d'interpeller et de faire des non-admissions dans tous les postes frontières de France. Voilà. Clairement, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une petite procédure. Avant, on faisait des refus en fait, de droit d'entrée. Maintenant, on peut faire un refus d'admission, mais c'est une petite procédure de 4 heures et on n'a pas les moyens humains. Vous venez de le dire. D'ailleurs, il n'y a pas assez de policiers aux frontières, même s'il y a des renforts, même s'il y a des réservistes, même si de temps en temps il y a des opérations de coups de poing. Ils font un travail formidable, je tiens quand même à le préciser, parce que je connais très bien les policiers de la PAF que je visite régulièrement. Ils font leur maximum, mais ils sont clairement sous-effectifs. Clairement, moi j'ai demandé à plusieurs reprises depuis 2 ans à M. Darmanin de renvoyer des effectifs pérennes. J'insiste bien sur le fait qu'il faut que ce soit des effectifs pérennes, parce que les coups de poing comme ça marche pas. Voilà, ça marche pas, il faut être clair. C'est pas parce qu'on arrête d'un coup plus de migrants, comme on le disait tout à l'heure, ou dans les quartiers difficiles, on interpelle, mais si derrière il n'y a rien, si derrière les gens sont dans la rue, s'il n'y a pas de suivi, tout ça ne sert à rien. Voilà, donc la raison pour répondre pourquoi il n'y a plus les Italiens, eh bien parce que les Italiens ne sont plus obligés en réalité, quand on interpellait des migrants dans ces points de passage, les Italiens étaient obligés de les reprendre. Là, ils ne sont plus obligés. Donc les Italiens, ils ont un peu baissé les bras, clairement. Donc ils sont quand même dans le poste frontière, parce que vous savez, il y a le poste frontière du bord de mer, et il y en a un juste au-dessus. Au-dessus, ouais. Voilà. Sur le pont Saint-Ludovic, ils sont encore présents dans les bureaux, mais ils n'interpellent plus personne, ils contrôlent quasiment plus personne, ou c'est vraiment à la marge, ou pour des opérations de douane, mais plus sur des opérations migratoires. Bon, ça, c'est la situation avec les Italiens aujourd'hui. Et c'est vraiment des accords de discussion à la petite semaine qui permettent de travailler, mais ça n'est pas quelque chose de sérieux. Ce qui m'amène à répondre en fait, à votre première question, et je ferai la deuxième après. Pourquoi on veut remettre des frontières ? Et d'ailleurs, c'est une des propositions de Jordan Bardella dans le cadre de sa liste aux européennes. On veut remettre des frontières parce que, hélas, on a essayé, dans cet espace Schengen, quand l'Europe a été créée, de faire un système qui était un système de protection pour les Européens. C'est-à-dire qu'on pouvait aller d'un pays européen à l'autre avec la même monnaie, avec plus de contrôle, effectivement, de papier d'identité, pour permettre aux Européens de vivre. C'était un peu une vision bisounours, ça, on s'en rend compte maintenant sur le long terme. Mais c'était, on va dire, une volonté que je pense honnête au démarrage de la création de l'Europe. Aujourd'hui, on voit que c'est devenu, hélas, quelque chose de complètement poreux, et nous sommes obligés de remettre des frontières. Donc la proposition de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, c'est d'avoir une double frontière. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la frontière européenne n'existant pas, il faut remettre une frontière dans chaque pays européen. Donc nous, on souhaite remettre effectivement une frontière entre chaque pays européen, mais on souhaite aussi, et j'espère qu'on y arrivera, renforcer les pouvoirs de Frontex et remettre des vraies frontières pour rentrer en Europe. Aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que l'agence Frontex et Fabrice Légéry, qui a rejoint aussi la liste de Jordan Bardella, l'explique très clairement, puisqu'il a été patron de Frontex pendant un certain nombre d'années. Frontex, au départ, avait une mission de garde-frontière, et Frontex, avec le temps, et avec la volonté politique de Mme von der Leyen, est devenue une agence d'aide aux ONG à faire rentrer des migrants en Europe. Donc en fait, Frontex a été complètement détourné de sa mission première. Il faut impérativement que Frontex redevienne une agence garde-frontière. C'est impératif. D'où, hélas, j'ai envie de dire, le fait qu'aujourd'hui, on va être obligé de remettre une double frontière, parce que tant que l'Europe ne sera pas une frontière étanche et protectrice pour le peuple européen, eh bien, il faudra remettre une frontière à l'entrée de chaque pays européen. Et je réponds, excusez-moi, à votre deuxième question à laquelle je n'avais pas répondu. Oui, les locaux de la police aux frontières à Menton sur les 2 postes sont extrêmement dégradés. Là encore, j'ai écrit à plusieurs reprises depuis que je suis députée, parce qu'il y a une partie de locaux qui appartiennent à l'État, une partie à la mairie, enfin, la mairie devait les vendre à l'État, enfin, tout ça ne s'est pas fait, puisque effectivement, ce poste frontière a encore vocation, malgré tout, à faire des contrôles du côté français. Donc oui, j'espère que très rapidement, pour que les policiers aux frontières puissent travailler dans de meilleures conditions, on va avoir une rénovation des locaux et un agrandissement des locaux. Alors, justement, sur la question de Frontex, c'est intéressant parce qu'il y a une sidération un peu en France en disant comment le patron de Frontex rejoint la liste du Rassemblement national. Et vous dites en fait qu'il y a une volonté délibérée de la part de la Commission européenne finalement d'organiser
cette immigration, cette émigration en tout cas vers l'Europe. Pourquoi, selon vous, est-ce que c'est une volonté des États-Unis derrière, peut-être, ou simplement de la Commission européenne de disloquer complètement le tissu européen? Comment vous l'expliquez? Parce que on peut pas simplement dire c'est la faute à pas de chance. Alors est-ce que c'est pour des valeurs européennes, pour que l'Europe finalement soit un havre de paix, de prospérité, de bonheur pour tous les migrants de la terre? Qu'est-ce qu'il y a derrière vous est-ce qu'il y a une idéologie clairement à l'œuvre derrière ces décisions? Ah oui, clairement. Madame von der Leyen et ses alliés ne s'en cachent pas. Ils sont pro-immigrationnistes depuis longtemps. L'Allemagne était d'ailleurs le fer de lance de ces vagues d'immigration pendant des années. Alors là, elle est en train de voir que quand même ça se passe très mal aussi sur le sol allemand. Donc ils sont en train un peu de revenir en arrière, mais le gros du mal est déjà fait. Et en plus, on le sait, arrêter quelque chose qui est dans une dynamique, c'est toujours très compliqué. Quand on est pro-immigrationniste et qu'on a fait rentrer autant de migrants, revenir en arrière, mais c'est premièrement une volonté politique, et aujourd'hui elle n'y est pas, et elle n'apparaît nulle part dans aucun des programmes aujourd'hui, à part dans ceux effectivement du Rassemblement national et de nos alliés comme la Lega, entre autres avec Matteo Salvini en Italie, où là vraiment de manière très claire et très précise, on dit qu'il faut mettre un coup d'arrêt, parce que rien que, il faut quand même ça le comprendre, rien que gérer déjà les migrants que nous avons actuellement sur le sol européen, c'est déjà pas simple et ça va être très très compliqué. Mais si on ferme pas le robinet là, maintenant très rapidement, ça va vraiment devenir totalement ingérable, comme on l'a vu entre autres. Est-ce que vous ne pensez pas que cette question en France est trop la question de l'immigration et des migrations en général, on est finalement au début du processus, comme je dis souvent, puisque l'immigration va se poursuivre, ne serait-ce que par la démographie, la politique, l'économie, tout ce qu'on veut, quoi. Et l'écologie même. C'est un mouvement un peu historique, je dirais. Est-ce qu'il n'est pas un peu pollué ce débat par le côté racial, raciste, pas raciste? Première question. Et est-ce que finalement, il ne faudrait pas tous arriver à des statistiques ethniques pour pouvoir se compter, pour arrêter les fantasmes de tous ordres, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs, quoi. Voilà, ces questions, moi, je trouve qu'elles sont centrales, peu abordées. Et aussi le fait que souvent l'accent soit mis sur les fameux passeurs qui organisent des filières. Mais les passeurs, c'est un millième du problème. Bien sûr qu'il y a des gens qui viennent se nourrir sur la misère humaine. Les plus courageux qui traversent. Et on ne peut pas non plus rester insensible à ce que des bateaux entiers coulent dans la Méditerranée, qui est devenue un véritable cimetière. C'est quand même dramatique d'un point de vue humain. Mais comment concilier ces impératifs humanistes et ces impératifs aussi de maîtriser nos populations, maîtriser nos frontières? Alors, plusieurs choses intéressantes. Pour commencer, il faut savoir que l'immigration aujourd'hui, c'est une migration à 80% économique. Il y a eu à certaines périodes des guerres, quand on a eu des populations syriennes, afghanes, et ça peut arriver évidemment, et le droit d'asile des réfugiés politiques est quelque chose de fondamental sur lequel à aucun moment personne ne souhaite revenir, parce que quand on est dans un pays en guerre, et des guerres violentes, on en connaît encore en 2024 dans le monde, et évidemment il faut accueillir les réfugiés politiques. Mais la problématique aujourd'hui, c'est que les réfugiés politiques sont extrêmement minoritaires. Actuellement, au poste frontière de Menton, ce sont uniquement à 95% des immigrés économiques et subsahariens. Voilà. Ça, il faut l'entendre et le comprendre, parce que ce sont des chiffres, c'est pas du fantasme. Ça veut dire que pour régler une partie du problème, et j'en reviens à ce que je disais sur Frontex tout à l'heure, il faut clairement expliquer aux gens qui ne sont plus les bienvenus en Europe, parce qu'on ne peut plus absorber économiquement toute cette population-là. Et donc, effectivement, c'est pour ça que nous sommes aussi pour le pushback, c'est pour ça qu'on veut que Frontex reprenne son vrai rôle de garde-frontière. Il faut reconduire, pour tous ceux qui viennent par la mer en Méditerranée,
et parce que c'est dangereux pour eux, et parce que c'est toujours un drame quand quelqu'un meurt en voulant passer en Europe. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'éducatif et de profond à faire de l'Europe vers tous les pays de la Méditerranée qui sont côté subsaharien. C'est fondamental, c'est éducatif, c'est culturel, il faut en passer par là. Et là où on en veut énormément Madame von der Leyen, c'est qu'ils n'ont fait que l'inverse. Ils ont été en permanence dans un appel d'air à expliquer qu'en Europe, tout le monde était bienvenu, qu'il y avait une place pour tout le monde, que tout le monde serait bien accueilli. Eh bien non, ça n'est pas le cas, on ne peut plus. On ne peut plus parce qu'économiquement, on ne peut plus absorber ces migrations. Culturellement, elle déstabilise complètement aujourd'hui, parce que c'est souvent une immigration en plus qui est liée à des problèmes religieux. Et dans les immigrés qu'on a aujourd'hui, il y a majoritairement aussi des gens qui sont de religion musulmane et qui ont beaucoup de mal à comprendre que nous sommes dans un pays laïque et que les lois de la République française sont des lois laïques et que le religieux, ça reste dans la sphère de l'intime. Et aujourd'hui, on ne peut plus intégrer ces gens et qui culturellement, en plus, n'ont pas du tout notre niveau d'éducation. Donc ça devient un combat perdu d'avance, on le sait. Voilà, donc il faut stopper. Il faut fermer ses frontières. Et tant qu'on n'arrive pas à rendre étanche la frontière européenne, eh bien, il faudra rajouter cette double frontière par pays. Alors vous avez ouvert une fenêtre sur la laïcité. Je voudrais juste vous faire réagir à une actualité. Le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris qui a démissionné, qui a annoncé sa démission hier. Il a été reçu par Gabriel Attal qui a annoncé que l'État déposerait plainte contre l'élève qu'il avait accusé d'islamophobie. C'est une question de port de voile. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement fait suffisamment au-delà de la loi laïcité qui pour moi est une loi qui nous enfume pas mal, mais voilà, il nous reste juste une minute pour y répondre et on pourra poursuivre après le flash info, enfin le bulletin d'actualité, pardon. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui le gouvernement en fait assez pour protéger ses proviseurs ? Non seulement il n'en fait pas assez, mais c'est dramatique à quel point aujourd'hui l'éducation nationale est abandonnée, mais abandonnée clairement. Rien n'est fait pour les protéger. Et ce proviseur, j'ai envie de dire, c'est un moindre mal. On l'a mis à la retraite, mais Samuel Paty, il est mort. Donc, si vous voulez, et il y en a d'autres qui sont menacés tous les jours aujourd'hui dans les établissements publics. Et les établissements publics français qui devaient être des sanctuaires pour les élèves et pour les professeurs, et particulièrement avec un respect de la laïcité, sont aujourd'hui complètement gangrénés par un islamisme mais incroyable. Et ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau. Moi, j'ai passé mon bac en 1989. Ça va pas nous rajeunir, mais je le dis parce que j'étais à Grasse, vous voyez, dans le département des Alpes-Maritimes. Et déjà à l'époque, en 1989, c'était dramatique. Il y avait des démarrages, c'était des cités ouvrières dans le Vieux-Grasse qui disaient qu'il y avait déjà beaucoup d'immigration. Et moi, j'étais dans une école publique. Et déjà à l'époque, on sentait les prémices d'une islamisation qui allait être forte. Vous imaginez, je vous parle de ça, 1989. Donc ça n'est pas nouveau, mais c'est dramatique. Tous les gouvernements ont été assez lâches, mais la Macronie, plus que jamais, l'est encore. Ce n'est pas nouveau et on continue d'en parler juste après le bulletin d'actualité. Il est 9h. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Didier Maisto, c'est à vous. Oui, sur un plan plus local, il y a eu un audit sur les ports de Menton qui a laissé entrevoir une gestion assez calamiteuse. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Parce que ce soir, il y aura d'ailleurs sur le service public, une des rares émissions qui tient encore la route, une enquête sur effectivement les Jeux Olympiques, où là aussi, moi, j'ai pas mal bossé sur le sujet. Il y a une dérive absolument incroyable et scandaleuse des coûts. Il y a eu pas mal de perquisitions d'ailleurs. Le PNF est saisi. Le PNF, parfois il va vite, parfois il est un peu plus lent. Mais en tout cas, les coûts des salaires ont explosé. Les gens se sont augmentés dans des proportions considérables, avec des notes de frais qui ont littéralement explosé hors de tout contrôle. Et c'est un peu ce qui s'est passé, même carrément, à Menton. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est pas du fantasme, c'est avéré. L'audit qui a été fait dit clairement, sur une année, parce qu'on a demandé l'antériorité, du coup on l'a pas encore, mais enfin en tout cas sur une année, clairement, il y a 800 000 € qui ne sont pas justifiables de dépenses, de frais, de commandes, et qui sont surtout, pourquoi pas justifiables ? Parce qu'ils n'ont aucun rapport avec la gestion des ports.
Je vous donne 2-3 exemples. Il y a des factures pour 15 000 euros de commande de truffes, de champagne pour des sommes équivalentes, des billets d'avion dans des zones sur lesquelles il n'y avait pas, par exemple, pourquoi pas, s'il y a un congrès sur l'autisme, à la limite, que le port de Menton envoie un dirigeant, ça peut se comprendre. Là, on a des billets d'avion injustifiés sur des destinations qui n'ont aucun lien avec l'activité des ports. On a même une facture d'un mariage qui aurait été fait sur une plage en Corse. Là aussi, on attend le justificatif. Ça paraît assez incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable dans cette histoire, où moi j'ai fait un article 40 et j'attends, j'espère que le procureur va un petit peu avancer parce que, vous voyez, on a parlé d'immigration, mais sur d'autres sujets, comme la délinquance financière, ça n'avance pas vite non plus parce qu'on manque de moyens dans les parquets. Le PNF à Paris, c'est une chose, mais toutes les affaires n'arrivent pas devant le PNF à Paris. Il y a une partie des affaires dans le sud qui vont sur le GIRS de Marseille ou qui sont traitées tout bêtement par le parquet de Nice. Et là, on a un sentiment d'impuissance parce qu'on a, entre autres, l'ancien dirigeant donc, des ports de Menton qui dit aujourd'hui « j'ai en plus donné de l'argent en espèces au maire », c'est-à-dire qu'on parle de corruption clairement, il le verbalise et au moment où je vous parle, il ne s'est rien passé côté de la justice. Rien. Alors, c'est vrai que c'est lent, ça ne veut pas dire que la justice ne travaille pas, mais quand vous êtes citoyen lambda, que vous avez du mal à boucler vos fins de mois, que vous voyez que la ville n'a pas forcément fait les investissements qu'elle devrait, qu'on manque de beaucoup de choses, que les ports de Menton, alors que nous sommes aujourd'hui dans une phase de décarbonation, on essaie d'électrifier et on appelle ça verdir les quais, que tout ça n'est pas fait et qu'on voit des dépenses comme ça, c'est quand même extrêmement particulier, choquant. Et c'est vrai que les lenteurs de la justice, à un moment donné, ça devient vraiment un gros souci. Et la population, du coup, a le sentiment qu'en toute impunité, finalement, on peut faire n'importe quoi et qu'il ne se passe jamais rien derrière. Donc les ports de Menton, pour finir, c'est une SPL, donc c'est une société d'économie mixte dans laquelle il y a aussi le département des Alpes-Maritimes qui est actionnaire. Moi, je le dis clairement, c'est une SPL qu'il faut dissoudre et que les ports de Menton soient repris en régie directe par la commune, puisque ce sont des biens communaux et que j'estime que les recettes de ces biens communaux doivent rester à la commune. Voilà, pour que ça soit bien géré et que chacun y retrouve ses petits. Plus largement, d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un peu un des problèmes français, ce fameux millefeuille, d'abord administratif, avec en plus la superstructure européenne, les plans État-région, on n'y comprend rien, les communautés de communes, délégation de services publics, il y a une dilution des responsabilités, ce qui, à la fin, interdit finalement tout contrôle sérieux et permanent, parce qu'il ne faut pas effectivement enlever au moins un échelon administratif, revoir toutes ces questions de délégation de services publics et reprendre finalement tout ce qui est le bien commun, qu'il s'agisse du transport ou la gestion de l'eau ou la gestion des ports, en direct par les communes, avec un contrôle effectif, permanent, avec quelqu'un qui siège au conseil d'administration et qui regarde tous les comptes. Alors, plusieurs choses. Oui, premièrement, il y a un millefeuille administratif aujourd'hui qui est trop important. Les départements, les régions, les intercommunalités, les métropoles, les communes, c'est trop. Alors, j'ai pas une idée ultra arrêtée sur est-ce qu'il faut faire disparaître la région plutôt que le département ou les métropoles. On s'oriente quand même depuis des années à dire que malgré tout, les agglomérations et les métropoles sont quand même très proches des élus, du terrain, et que donc ça reste une structure, on va dire, administrative qui est quand même de bon sens et qui est positive. Oui, département, région... Il n'y a pas d'idéologie à avoir, là. C'est vraiment le pragmatisme et l'efficacité, quoi. Exactement. Alors qu'à l'inverse, et dans ma région, on le voit particulièrement, quand le président de région, M. Muselier, je vous rappelle, ancien LR, devenu macroniste, enfin bon, j'en passe, dans une espèce de tambouille politique, on ne sait même plus ce qu'il pense. Il est en guerre, par exemple, en ce moment avec le président du conseil départemental. Donc clairement, je vous donne un petit exemple concret, il y avait 2 offices de tourisme, celui de la région, celui du département, les 2 étaient financés par la région. Et bien, du jour au lendemain, pour une histoire de guéguerre politique, on arrête des financements. Et donc, c'est directement les citoyens qui sont impactés. Alors que dans les agglomérations, globalement, il y a vraiment un équilibre parce qu'on est très proche des citoyens, très proche des communes.
et qu'on a besoin de travailler main dans la main, même si on n'est pas toujours du même bord politique au niveau national. En local, on y arrive. Et là, la région, pour moi, c'est vraiment l'exemple typique où c'est de la sanction politique et on enlève des fonds à des communes qui en ont besoin. Et c'est vraiment pitoyable, il n'y a pas d'autre mot. Par contre, il y a déjà dans les conseils d'administration, typiquement la SPLD Port de Menton, la mairie siège et la mairie n'a rien fait. Donc là, il y a aussi des fois des problèmes où la gestion, même quand elle est en interne viciée, parce qu'il y a des gens qui ont fermé les yeux parce que semble-t-il il y avait de la corruption. On peut mettre toutes les personnes qu'on veut dans un conseil d'administration, à partir du moment où il y a des gens corrompus. Alors, je ne sais pas si ça sera avéré ou pas, la justice le dira. En tout cas, ça a été mis sur la table. S'il y avait des niveaux de corruption de cette ampleur, on peut avoir des gens dans le conseil d'administration, ça ne changera rien. Donc, il faut du contrôle quand même. Alexandra Masson, mardi soir se tenaient les états généraux de l'immigration assez attendus, 34 ans après ceux de 1990. Il s'agissait de 2 prises de parole et de 2 tables rondes d'élus du Rassemblement national ou d'experts sur les sujets migratoires. Il y avait par exemple Franck Alizio, Thierry Mariani, Alexandre Varro, Malika Sorel, Fabrice Légéry. À quoi ont-ils servi et qu'en retenez-vous ? Alors déjà, ils ont servi à plusieurs choses. Premièrement, il y avait un petit clin d'œil, puisque ça ne nous a pas échappé. Donc, on a relancé le RPR, qui était un parti dans lequel moi-même j'ai été. D'accord. Que j'ai bien connu. Et les états généraux qui avaient eu lieu il y a 34 ans, puisqu'il faut rappeler que le RPR, à l'époque, c'était le parti d'opposition à la gauche. Et c'était un parti très à droite. C'est pour ça que j'y étais à l'époque. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas restée là, parce qu'après, ils ont dévié. Mais au moment où, il y a 34 ans, les états généraux avaient lieu, il y avait eu des propositions très ferme, très dur sur l'immigration qui avait été proposée. Donc c'était un petit peu le clin d'œil, de dire voilà, aujourd'hui, la colonne du RPR il y a 34 ans, vous pouvez la retrouver au Rassemblement national. Donc ça, c'était une clarification pour dire qu'on était un parti de droite de manière très concrète et que nous avions des propositions qui pouvaient se rapprocher du parti d'opposition de l'époque, il y a 34 ans. Deuxième chose, ça permettait de clarifier aussi dans ces états généraux la politique que Jordan Bardella propose dans son programme pour les élections européennes. On en a pas mal parlé déjà tout à l'heure, mais c'était important de la clarifier avec à la fois des personnes politiques qui seront sur la liste de Jordan Bardella, comme on l'a dit, Malika Sorel, Fabrice Légéry, Alexandre Varro, mais c'était aussi le moment d'inviter des personnalités qui ne sont pas du tout des politiques, qui ne sont pas encartées dans des partis, qui ne seront pas sur la liste de Jordan Bardella, mais qui sont venus amener un éclairage important sur des chiffres, sur des statistiques, sur l'état d'esprit dans lequel aujourd'hui est en train de dévier la France et dans une... Alors vous m'aviez parlé de libanisation, mais alors moi j'aime pas trop ce mot, je préfère islamisation que libanisation, je vous le dis clairement, mais c'est vrai qu'on en entend parler dans les médias, et d'ailleurs en venant j'étais en train de lire un article d'André Berkoff, qui pourtant je partage pas toutes ses idées, de 2014, qui était en train de dire on tourne vers une libanisation et une islamisation de la France dramatique. Oui, donc on est plusieurs aujourd'hui à penser, et pas qu'au Rassemblement national, bien sûr, et pas que des gens encartés, qu'on est en train de très mal tourner dans ce pays, et que l'islamisation du pays est en train d'aboutir à une perte de sens, à une perte de culture, à une perte de repères, et on le voit particulièrement dans l'éducation, dramatique. Aujourd'hui, on ne met plus ses enfants dans les écoles publiques en France en 2024 parce qu'on a peur qu'ils deviennent islamisés. Je veux dire, c'est... Oui, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure au sujet du proviseur. Mais c'est dramatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met ses enfants dans des écoles privées, même s'il y a des écoles privées très très bien. Non pas parce qu'on considère que, par exemple, il va y avoir un programme éducatif peut-être de meilleure qualité ou autre, c'est parce qu'on a peur qu'ils soient au contact d'islamistes forts et qui endoctrinent les enfants. Donc c'est vraiment une dérive complète. Et moi, je trouve ça dramatique parce que je suis assez fière d'un système républicain et laïque. Et je pense qu'il n'a pas été assez défendu. Et vraiment... accueillir des gens comme Malika Sorel, qui a écrit entre autres son livre sur la décomposition de la France, c'est un signe, je crois, très important pour montrer à tout le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est le bien de la France, redresser la France et rendre à nouveau à la France toutes ses valeurs républicaines et laïques. Il nous reste 3 minutes. Alors justement, il nous reste 3 minutes. Très rapidement, justement, vous parliez de Renaud Muselier ou d'autres. Après l'UMP, le défunt UMP, vous êtes d'ailleurs vous-même une ancienne LR,
il y a eu toute une partie de la droite, enfin pas LR ou UMP en tout Ah cas. oui, justement, voilà. je suis pas allée chez les LR parce que la déviance était trop forte. Voilà. On ne sait plus avec toutes ces étiquettes. Bon, finalement, pour résumer, il y a une partie des anciens RPR, UDF, allez, remontons jusque-là, qui ont fait le pari de la Macronie, très clairement, et d'autres qui ont fait le pari du Rassemblement national. Il y a une dédiabolisation, comme elle a été appelée, en tout cas une normalisation du Rassemblement national pour se rendre acceptable, pour se rendre plus sexy, moins excessif. Ça a été tout l'enjeu, tout le travail qu'a essayé de faire Marine Le Pen. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vos idées ont gagné et que vous êtes en train de remplacer finalement dans la tête des gens le RPR défunt comme un parti de gouvernement et que vous ne faites plus peur? Est-ce que vous diriez que toutes les digues sautent au fur et à mesure, y compris les digues médiatiques? 2 minutes, Alexandra Masson. Très rapidement, oui, ça sera formidable si on arrive à revenir à un vrai parti de droite, comme l'a été effectivement il y a 34 ans le RPR, comme je l'ai connu et j'ai été fière d'appartenir à ce parti, comme j'ai été atrocement attristée de devoir le quitter parce qu'il était complètement vide de sa substance quand on était à la fin de l'UMP, alors les LR j'en parle même pas. Le choix il est simple, il y a des gens qui depuis 90 n'ont pas changé d'idée, comme Thierry Mariani, que j'avais suivi quand il m'avait proposé la tête de liste dans les Alpes-Maritimes pour les régionales. Donc ça, ce sont des gens de conviction qui ne veulent pas déroger à leurs idées parce qu'ils ne sont pas achetables. Les LR qui sont rentrés dans les gouvernements Macron 1, Macron 2, ce sont des gens qui ont pensé à leur carrière, qui n'ont pas pensé à défendre des idéaux, qui n'ont pas pensé à défendre l'idée qu'ils pouvaient avoir de la France, et encore ils ont une idée de la France, parce que je me pose la question assez régulièrement. Donc oui, il y a bien 2 catégories de personnel politique dans les anciens, entre guillemets, du RPR. Et pour répondre à la deuxième question, j'aime pas trop le mot dédiabolisation. Moi, je crois surtout qu'on a une femme politique extraordinaire qui est Marine Le Pen, qui a repris en main ce parti politique avec une vraie vision de gouverner la France. Et je pense qu'elle se donne les moyens, à la fois par son travail, par son envergure, aujourd'hui elle a vraiment l'envergure d'un chef d'État, d'avoir ouvert le parti, parce que pour gouverner, effectivement, il faut ouvrir le parti, mais sans trahir ses idéaux, sans trahir la vision qu'on a de la France et ce qu'on veut faire de la France. Et c'est pour ça aujourd'hui que je pense qu'on est en capacité d'accueillir des gens comme Fabrice Légéry ou Malika Sorel. Merci beaucoup Alexandra Masson. Je rappelle que vous êtes députée du Rassemblement national de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt sur notre antenne et merci Didier Maistre.